Ah, Anne Inédite est présente, les fidèles au poste, merveilleux. Et bah, on va pouvoir commencer. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Et aujourd'hui, on va lire Karl Marx, parce que Karl Marx, c'est chouette. Voilà, je sais pas si vous étiez au courant, c'est un peu le thème ici. Donc, bah, on est parti, sans plus attendre. Hop, le capital, chapitre 3, la monnaie ou la circulation des marchandises, deuxième partie. Et précédemment sur Spartakiade, nous avions vu beaucoup de choses, c'était extrêmement dense, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Nous avons vu que l'argent, la monnaie, remplit d'abord une fonction de mesure des valeurs que j'ai mise en scène ici. C'est une fonction qu'on pourrait qualifier d'imaginaire, ou du moins dans laquelle l'argent renvoie à une quantité d'or imaginée. Ici, Steve se souvient de la valeur de sa marchandise, c'est-à-dire du temps qu'il a passé à miner pour crafter son petit lingot de fer, et il imagine donc une quantité d'or qui correspond à cette valeur, donc il attache un prix à son lingot. Steve est décidément plein d'astuces. Petite remarque que nous avions pu faire sur la monnaie. En tant que poids de métal fixe, la monnaie sert aussi d'étalon des prix et pas seulement de mesure des valeurs. Il me semble qu'on avait plutôt pas mal clarifié ça. Point très important, la monnaie est une marchandise et à ce titre, elle est dotée de sa propre valeur. On a vu que la marchandise qui prend le rôle de monnaie, historiquement, c'est plutôt l'or. Elle peut jouer ce rôle parce que l'or a une valeur, parce qu'il faut un certain temps de travail social pour extraire l'or de la terre et le jeter dans la circulation. Nous avions également vu que la forme prix peut s'attacher à des objets qui n'ont pas réellement de valeur, qui ne sont pas des produits du travail humain, comme la terre, l'honneur, la conscience, etc. Tout s'achète, tout se vend, et c'est ce que j'avais qualifié d'impérialisme de la forme prix. Mettons que Steve essaye de tricher, qu'il essaye de survendre totalement sa marchandise en lui fixant arbitrairement un prix largement supérieur à sa valeur réelle. Et bien que va-t-il se passer ? Steve va arriver sur le marché et le marché va lui dire « Non mon petit Steve, tes concurrents proposent le même lingot mais à un prix qui reflète réellement sa valeur. » Et donc Steve sera très tristoun et il ne pourra pas vendre son lingot à un prix totalement surévalué. Cependant, il est possible de vendre une marchandise au-dessus ou en dessous de sa valeur. Et comme le dit notre petit villageois, c'est le marché qui décide. C'est le marché qui décide, c'est-à-dire que d'un côté, nous avons l'individu, entre guillemets, enfin le producteur isolé, qui juste avant essayait de gonfler artificiellement le prix de sa marchandise, il ne pouvait pas. En revanche, le marché peut faire en sorte que prix et valeur soient décorrélés. Et c'est cette souplesse de la forme prix qui permet justement la circulation des marchandises. Et ça montre bien qu'il y a d'un côté un pôle, on va dire subjectif, celui du producteur autonome, qui ne peut rien face à l'objectivité écrasante du sacro-saint marché, qui est illustré par cette petite citation que je vous remets de la dernière fois. « L'indépendance des personnes les unes vis-à-vis des autres trouve son complément obligé en un système de dépendance réciproque imposé par les choses. » Et nous avions abouti au début de ce que Marx appelle la circulation simple des marchandises, qu'il présente sous la forme MAM, vente, par laquelle une marchandise utile socialement, mais inutile pour celui qui cherche à la vendre, se transforme en argent, et cet argent, à travers un achat, se métamorphose à son tour en une seconde marchandise qui est, elle, utile pour celui qui l'acquiert. Nous avions commencé à voir d'abord un côté séparément de cette formule, la vente, considérée isolément, et il me semble que nous allons très prochainement arriver à considérer isolément l'acte d'achat,
pour revenir à la formule dans son ensemble. J'espère que c'est clair. Je fais un petit rappel du séquencement de nos échanges pour les gens qui regarderont cette vidéo sur YouTube. Comme d'habitude, je lis le texte, je l'entrecoupe de petits passages explicatifs avec des schémas un peu rigolos, on s'amuse bien. Et ensuite, un temps d'échange sur le Discord. Le QR code pour accéder au salon Discord s'affichera à l'écran. Vous pouvez également trouver les liens dans la bio de la chaîne Twitch, dans le Linktree sur Instagram. Bref, si vous êtes un petit peu astucieux, vous trouverez. Sinon, c'est dommage pour vous, vous n'êtes pas très malin. Ou alors vous avez plus de 45 ans. Et pourquoi je suis anti-vieux aujourd'hui ? C'est complètement débile, c'est tout à fait réactionnaire comme position. Mais je m'égare. Et pour cette séance, nous ferons 2 temps d'échange sur le Discord, si Julien et Anne sont d'accord, si vous avez le temps. Parce qu'on va attaquer un gros morceau, et donc ça va prendre du temps, et je pense qu'il est plus judicieux de découper nos échanges en 2. Voilà. Nous en sommes donc à la métamorphose des marchandises, et nous poursuivons. Pour fonctionner en qualité de monnaie, l'or doit naturellement se présenter sur le marché en un point quelconque. Il entre dans le marché à la source même de sa production, c'est-à-dire là où il se troque comme produit immédiat du travail contre un autre produit de même valeur. Mais à partir de cet instant, il représente toujours un prix de marchandises réalisé. Indépendamment du troc de l'or contre des marchandises, à sa source de production, l'or est entre les mains de chaque producteur échangiste le produit d'une vente ou de la première métamorphose de sa marchandise, MA. L'or est devenu monnaie idéale, ou mesure des valeurs, parce que les marchandises exprimaient leur valeur en lui, et en faisaient ainsi leur figure valeur imaginée, opposée à leur forme naturelle de produits utiles. Il devient monnaie réelle par l'aliénation universelle des marchandises. Ce mouvement les convertit toutes en or, et fait par cela même de l'or leur figure métamorphosée, non plus en imagination, mais en réalité. La dernière trace de leurs formes usuelles et des travaux concrets dont elles tirent leur origine ayant ainsi disparu, il ne reste plus que des échantillons uniformes et indistincts du même travail social. À voir une pièce de monnaie, on ne saurait dire quel article a été converti en elle. La monnaie peut donc être de la boue, quoique la boue ne soit pas monnaie. Supposons maintenant que les 2 pièces d'or contre lesquelles notre tisserand a aliéné sa marchandise proviennent de la métamorphose d'un quart de froment. La vente de la toile, MA, est en même temps son achat, AM. En tant que la toile est vendue, cette marchandise commence un mouvement qui finit par son contraire, l'achat de la Bible. En tant que la toile est achetée, elle finit un mouvement qui a commencé par son contraire, la vente du froment. MA, toile argent, cette première phase de MAM, toile argent Bible, est en même temps AM, argent toile. La dernière phase d'un autre mouvement, MAM, froment, argent, toile. La première métamorphose d'une marchandise, son passage de la forme marchandise à la forme argent, est toujours seconde métamorphose tout opposée d'une autre marchandise, son retour de la forme argent à la forme marchandise. AM, métamorphose deuxième et finale, achat. L'argent est la marchandise qui a pour caractère l'aliénabilité absolue, parce qu'il est le produit de l'aliénation universelle de toutes les autres marchandises. Il lie tous les prix à rebours, et se mire ainsi dans les corps de tous les produits, comme dans la matière qui se donne à lui pour qu'il devienne valeur d'usage lui-même. En même temps, les prix, qui sont pour ainsi dire les œillades amoureuses que lui lancent les marchandises, indiquent la limite de sa faculté de conversion, c'est-à-dire sa propre quantité. La marchandise disparaissant dans l'acte de sa conversion en argent, l'argent dont dispose un particulier ne laisse entrevoir ni comment il est tombé sous sa main, ni quelle chose a été transformée en lui. Impossible de sentir, non olette, d'où il tire son origine. Si d'un côté il représente des marchandises vendues, il représente de l'autre des marchandises à acheter.
M, l'achat, est en même temps vente, MA, la dernière métamorphose d'une marchandise, la première d'une autre. Pour notre tisserand, la carrière de sa marchandise se termine à la Bible, en laquelle il a converti ses 2 livres sterling. Mais le vendeur de la Bible dépense cette somme en eau de vie. AM, la dernière phase de MAM, toile argent Bible, est en même temps MA, la première phase de MAM, Bible, argent, eau de vie. La division sociale du travail restreint chaque producteur échangiste à la confection d'un article spécial qu'il vend souvent en gros. De l'autre côté, ses besoins divers et toujours renaissants le forcent d'employer l'argent ainsi obtenu à des achats plus ou moins nombreux. Une seule vente devient le point de départ d'achats divers. La métamorphose finale d'une marchandise forme ainsi une somme de métamorphoses premières d'autres marchandises. Examinons maintenant la métamorphose complète, l'ensemble des 2 mouvements MA et AM. Ils s'accomplissent par 2 transactions inverses de l'échangiste, la vente et l'achat, qui lui impriment le double caractère de vendeur et d'acheteur. De même que dans chaque changement de forme de la marchandise, ces 2 formes, marchandise et argent, existent simultanément, quoique à des pôles opposés, de même dans chaque transaction de vente et d'achat, les 2 formes de l'échangiste, vendeur et acheteur, se font face. De même qu'une marchandise, la toile par exemple subit alternativement 2 transformations inverses, de marchandise devient argent et d'argent marchandise. De même, son possesseur joue alternativement sur le marché les rôles de vendeur et d'acheteur. Ces caractères, au lieu d'être des attributs fixes, passent donc tour à tour d'un échangiste à l'autre. La métamorphose complète d'une marchandise suppose dans sa forme la plus simple 4 termes. Marchandise et argent, possesseur de marchandise et possesseur d'argent. Voilà les 2 extrêmes qui se font face 2 fois. Cependant, un des échangistes intervient d'abord dans son rôle de vendeur, possesseur de marchandises, et ensuite dans son rôle d'acheteur, possesseur d'argent. Il n'y a donc que 3 persona dramatis. Comme terme final de la première métamorphose, l'argent est en même temps le point de départ de la seconde. De même, le vendeur du premier acte devient l'acheteur dans le second, où un 3e possesseur de marchandises se présente à lui comme vendeur. Les 2 mouvements inverses de la métamorphose d'une marchandise décrivent un cercle. Forme marchandise, effacement de cette forme dans l'argent, retour à la forme marchandise. Ce cercle commence et finit par la forme marchandise. Au point de départ, elle s'attache à un produit qui est non valeur d'usage pour son possesseur, au point de retour, à un autre produit qui lui sert de valeur d'usage. Remarquons encore que l'argent aussi joue là un double rôle. Dans la première métamorphose, il se pose en face de la marchandise comme la figure de sa valeur, qui possède d'ailleurs dans la poche d'autrui une réalité dure et sonnante. Dès que la marchandise est changée en chrysalide d'argent, l'argent cesse d'être un cristal solide. Il n'est plus que la forme transitoire de la marchandise, sa forme équivalente, qui doit s'évanouir et se convertir en valeur d'usage. Les 2 métamorphoses qui constituent le mouvement circulaire d'une marchandise forment simultanément des métamorphoses partielles et inverses de 2 autres marchandises. La première métamorphose de la toile, par exemple, toile argent, est la seconde et dernière métamorphose du froment, froment argent toile. La dernière métamorphose de la toile, argent Bible, est la première métamorphose de, il manque un mot, Bible argent. Le cercle que forme la série des métamorphoses de chaque marchandise s'engraine ainsi dans les cercles que forment les autres. L'ensemble de tous ces cercles constitue la circulation des marchandises. La circulation des marchandises se distingue essentiellement de l'échange immédiat des produits. Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un coup d'œil sur ce qui s'est passé. Le tisserand a bien échangé sa toile contre une Bible, sa propre marchandise contre une autre, mais ce phénomène n'est vrai que pour lui. Le vendeur de Bible, qui préfère le chaud au froid, ne pensait point échanger sa Bible contre de la toile. Le tisserand n'a peut-être pas le moindre soupçon que c'était du froment qui s'est échangé contre sa toile, etc. La marchandise de B est substituée à la marchandise de A, mais A et B n'échangent point leurs marchandises réciproquement. Il se peut bien que A et B achètent l'un de l'autre, mais c'est un cas particulier, et point du tout un rapport nécessairement donné par les conditions générales de la circulation. La circulation élargit au contraire la sphère de la permutation matérielle du travail social,
en émancipant les producteurs des limites locales et individuelles, inséparables de l'échange immédiat de leurs produits. De l'autre côté, ce développement même donne lieu à un ensemble de rapports sociaux, indépendants des agents de la circulation, et qui échappent à leur contrôle. Par exemple, si le tisserand peut vendre sa toile, c'est que le paysan a vendu du froment. Si Pritchard vend sa Bible, c'est que le tisserand a vendu sa toile. Le distillateur ne vend son eau brûlée que parce que l'autre a déjà vendu l'eau de la vie éternelle, et ainsi de suite. La circulation ne s'éteint pas non plus, comme l'échange immédiat, dans le changement de place ou de main des produits. L'argent ne disparaît point, bien qu'il s'élimine à la fin de chaque série de métamorphoses d'une marchandise. Il se précipite toujours sur le point de la circulation qui a été évacué par la marchandise. Dans la métamorphose complète de la toile, par exemple, toile argent-bible, c'est la toile qui sort la première de la circulation. L'argent la remplace, la Bible sort après elle, l'argent la remplace encore, et ainsi de suite. Or, quand la marchandise d'un échangiste remplace celle d'un autre, l'argent reste toujours au doigt d'un troisième. La circulation sue l'argent par tous les ports. Hydratez-vous. Bref, que venons-nous de voir ? Nous venons, alors dans le passage précédent que nous avons juste terminé aujourd'hui, le mouvement de vente considéré séparément, dans lequel une marchandise se métamorphose en une autre. Et donc Marx nous dit, il y a 4 personnages qui sont en fait 3 si on prend en compte la formule dans son ensemble. Moi je vous avoue que la question de combien de personnages interviennent, je la comprends parce que Marx l'utilise pour montrer qu'il y a 2 termes et une médiation entre les deux. Maintenant, j'ai trouvé que ça ajoutait de la confusion au texte, mais bref, c'est sans doute moi qui suis pas très dégourdi non plus. Quoi qu'il en soit, possesseur de marchandises et marchandises, possesseur d'argent et argent. Voilà les 4 personnages qu'il nous pose initialement. Puis, l'achat dans lequel l'argent se métamorphose à nouveau en une marchandise qui est cette fois utile pour celui qui l'acquiert. Et Marx nous dit que une même vente peut être le point de départ de multiples achats. Et que donc notre brave Steve, avec l'argent qu'il a dégagé par la vente de son lingot, comme ceci, il va pouvoir s'acheter du pain, une hache, une épée et un cochon. Parce que le marché fournit ces choses en abondance. Voilà, c'était essentiellement juste pour répéter. Et tous ces cercles imbriqués les uns dans les autres forment la circulation des marchandises. Circulation qui ce que Marx nous dit, c'est qu'elle sue l'argent par tous les ports. Alors, moi, cette formulation m'a marqué, parce que suer, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui sort. On est d'accord. Je trouve l'expression, encore une fois, un petit peu obscure, parce que si on considère cette sphère de la circulation, ce qui se retrouve éjecté de la sphère de la circulation, ce qui en sort vraiment, c'est les marchandises. Hein. L'argent reste dans la sphère de la circulation, comme nous allons le voir après. Maintenant, pourquoi Marx dit-il que c'est l'argent qui est éjecté qui ne revient pas à cette place ? Pour moi, c'est parce qu'il considère d'abord le cercle M-A-M. Et voilà, bref, c'est le bazar. On clarifiera ça en vocal. Sauf en Inde, nous dit Anne Inédite. Ok, c'est raciste, permaban. Je suis d'accord, mais d'un point de vue purement imaginatif, la sueur rend bien l'idée, le marché transpire l'argent. Oui, ça, pour ce qui est de l'image, entièrement d'accord.
Là, tu as le génie littéraire de Marx qui s'illustre une fois de plus. Mais est-ce que à ce moment-là, ça vient pas semer un petit peu le trouble ? Bon, pour moi, encore une fois, hein, tout est clair par la suite. Et effectivement, c'est peut-être une question de traduction. Alors si... oui, ce serait pas mal de consulter une autre traduction. Je ne vais pas le faire, hein, très clairement. Mais ça peut... Je sais pas, peut-être que dans une autre traduction, effectivement, c'est moins flou. Il me semble que... Ouais, on reprend le texte. Ouais, une minute quand même, hein, parce qu'on n'est pas aux pièces. Bien. On est reparti. 3, 2, 1, accrochez vos ceintures. Hop là. Rien de plus niais que le dogme d'après lequel la circulation implique nécessairement l'équilibre des achats et des ventes, vu que toute vente est achat et réciproquement. Si cela veut dire que le nombre de ventes réellement effectuées est égal au même nombre d'achats, ce n'est qu'une plate tautologie. Mais ce qu'on prétend prouver, c'est que le vendeur amène au marché son propre acheteur. Vente et achat sont un acte identique comme rapport réciproque de deux personnes polariquement opposées, du possesseur de la marchandise et du possesseur de l'argent. Ils forment deux actes polariquement opposés comme action de la même personne. L'identité de vente et d'achat entraîne donc comme conséquence que la marchandise devient inutile si, une fois jetée dans la cornue alchimique de la circulation, elle n'en sort pas argent. Si l'un n'achète pas, l'autre ne peut vendre. Cette identité suppose de plus que le succès de la transaction forme un point d'arrêt, un intermède dans la vie de la marchandise, intermède qui peut durer plus ou moins longtemps. La première métamorphose d'une marchandise étant à la fois vente et achat, et par cela même séparable de sa métamorphose complémentaire. L'acheteur a la marchandise, le vendeur a l'argent, c'est-à-dire une marchandise douée d'une forme qui la rend toujours la bienvenue au marché, à quelque moment qu'elle y réapparaisse. Personne ne peut vendre sans qu'un autre achète, mais personne n'a besoin d'acheter immédiatement parce qu'il a vendu. La circulation fait sauter les barrières par lesquelles le temps, l'espace et les relations d'individu à individu rétrécissent le troc des produits. Mais comment ? Dans le commerce en troc, personne ne peut aliéner son produit sans que simultanément une autre personne aliène le sien. L'identité immédiate de ces deux actes, la circulation la scinde en y introduisant l'antithèse de la vente et de l'achat. Après avoir vendu, je ne suis forcé d'acheter ni au même lieu, ni au même temps, ni de la même personne à laquelle j'ai vendu. Il est vrai que l'achat est le complément obligé de la vente, mais il n'est pas moins vrai que leur unité est l'unité des contraires. Boum, dialectique. Si la séparation des deux phases complémentaires l'une de l'autre de la métamorphose des marchandises se prolonge, si la scission entre la vente et l'achat s'accentue, leur liaison intime s'affirme par une crise. Les contradictions que recèle la marchandise, de valeur usuelle et de valeur échangeable, de travail privé qui doit à la fois se représenter comme travail social, de travail concret qui ne vaut que comme travail abstrait, ces contradictions immanentes à la nature de la marchandise acquièrent dans la circulation leur forme de mouvement. Ces formes impliquent la possibilité, mais aussi seulement la possibilité des crises. Pour que cette possibilité devienne réalité, il faut tout un ensemble de circonstances qui, au point de vue de la circulation simple des marchandises, n'existent pas encore. Et nous ouvrons le premier temps d'échange sur Discord, dans le salon vocal live Twitch. Si vous venez de rejoindre le stream, n'hésitez pas à demander que je vous attribue le rôle de contributeur pour que vous puissiez participer en vocal. Et je vous dis à dans 3 minutes et des brouettes. À tout de suite. Et nous sommes de retour.
en salon vocal. Bonjour, bonjour. Julien, est-ce que tu m'entends? Dis quelque chose. Je dis quelque chose là. Bonjour, je dis... Allô? Ouais, je dis quelque chose. Allô, allô. Allô, est-ce que tu m'entends? Allô. Julien, tu Moi, je ne... ne t'entends pas. Ah, sapristi. Alors, attends. C'est un problème dans Discord. Parce que sinon, c'est pas drôle. Là, est-ce que tu m'entends, là, Julien? C'est vrai, mais oui. Là, c'est bon? Ouais, je t'entends. Merveilleux. Bon, comment vas-tu? Écoute, très bien. Quelle journée. Bon. Ouais, il fait beau, ça fait plaisir. C'est... Bon, Ouais, c'est absolument, absolument dingue comme météo pour un mois de juillet, mais ça fait plaisir quand même. franchement, on peut profiter, parce que je sais pas combien de temps ça va durer. Alors, Anne nous dit dans le chat qu'on t'entend pas bien, Julien. Ah bah, je pourrais faire la même chose. Non, regarde, attends, je vais augmenter le niveau d'entrée. Euh, euh, C'est vrai que la qualité de ton son est pas ouf. Là, le max. Donc, je vais augmenter le volume max d'entrée. Ok, moi, dans mon mélangeur, je vais ajuster. Continue de dire des trucs et Anne, dis-nous si on entend bien. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Moi, je t'entends nickel et Anne nous dit que question volume, c'est mieux. Par contre, ouais, non, la qualité de ta voix est déplorable. C'est pas grave. Non, On va moi, faire. toujours. On me le disait quand j'étais gamin. Mais c'est vrai que ouais, on dirait que tu parles depuis un tambour de machine à laver. Ouais, c'est bizarre. Mais moi, là, j'ai remarqué que Discord, il me fait un peu. Ça a Dis- commencé à couper vite. Ouais. On s'est appelé avec des potes sur Discord et franchement, il y a des fois le micro déconne. Bon, c'est mon ordinateur probablement, hein, mais il va pas d'accord avec Discord. D'accord, bon. Ouais. Bon, et ben c'est la Discord entre ton ordinateur et Discord. Bref, Voilà. est-ce que tu as des choses à dire sur ce que nous venons de lire ou sur ce qui a précédé? Oui, quelque chose, oui, ça m'a suscité une réflexion. Parce que la page, j'ai l'impression qu'il aborde une question un peu plus complexe, par exemple de l'unité M. Non, non, faut que tu répètes. On entend mal. Tu m'entends mal, toi, ou c'est Anne qui m'entend? C'est moi qui t'entends mal et je pense que si moi je t'entends mal, tout le monde t'entend mal. Enfin, genre, ça lag quoi. Comment tu m'entends là? Là, c'est un peu mieux. Mais vas-y, reprends depuis le début, je suis désolé. Ah, attends, je fais une dernière manip qui pourrait nous aider. Attends. Comment tu m'entends maintenant? Oh, ça a l'air euh, ça a l'air mieux là. Ok, voilà, j'ai fait une manip bizarre. En fait, il y a prédéfini, pas prédéfini. J'ai mis prédéfini, hop, ça marche. Ben, Voilà, c'est incroyable. Ok. incroyable. Et je disais, est-ce que tu vois dans ce passage-là, quand il complexifie un petit peu, tu vois, le concept de la circulation, en partant de M à M, tu vois, il nous fait un peu tous les cercles qui en partent. Est-ce que tu vois pas, ou c'est moi qui a mal compris, une réalisation en fait ultime de la fétichisation des marchandises? C'est-à-dire quand on a étudié le fétichisme, non, on voit que les marchandises en fait viennent remplacer un peu les rapports sociaux entre les producteurs. Est-ce que la circulation, finalement, c'est pas la société des marchandises qui se met en place? C'est-à-dire que d'un passage à l'autre, d'une métamorphose à l'autre, on perd la trace en fait des différents travaux concrets qui ont été là-dedans. Et on est Euh, effectivement dans une société des marchandises, même pas marchande. Mais... alors, je vais faire le bâtard qui chipote sur les mots, mais t'as dit que tu as dit que les marchandises remplacent les rapports sociaux. Ouais, bien Elles deviennent les ouais, supports des rapports sociaux, plutôt. ouais, ça, les mystifie en fait. C'est on les délègue aux marchandises.
Voilà, oui, Dans la c'est ça. voilà. C'est une délégation de pouvoir. Bah, oui, enfin, le fétichisme, il part d'une situation effectivement dans laquelle l'intermédiaire entre les producteurs isolés, c'est la marchandise. Là, l'argent joue le rôle d'intermédiaire universel. Donc oui, t'as un aboutissement potentiel, on va dire, du fétichisme. Okay. Enfin, oui, en tout cas, t'as sa généralisation, je suppose. Ouais, non, mais c'est juste comme ça pour comprendre si j'ai le droit de penser que quand on regarde à la circulation, on regarde vraiment à l'accomplissement du fétichisme. Tu vois, si c'est pas idiot de penser ça, quoi. Après, je sais pas si on peut parler. Enfin, pour moi, dans le mot accomplissement, il y a l'idée que à l'origine, t'avais le fétichisme et que c'est le fétichisme qui est une puissance motrice. Non, c'est à l'origine, on a l'échange. On a l'échange simple. Voilà. Fétichisme, voilà. C'est un effet. Oui, tout à fait. Non, mais je veux dire, la substance de la chose, c'est l'échange simple, ok, de troc, à la limite, et qui dans la enfin, dans l'échange marchand, il y a l'unité en fait de ce qui se passe dans le marché, l'unité de la circulation, et la circulation en soi devient la représentation généralisée de la fétichisation des marchandises, c'est-à-dire la société des marchandises, en fait, qui prennent leur vie juste médiées par l'argent, en fait. Et elles sont amenées par les échangistes dans leur petite fête, quoi. C'est la fête du slip chez les marchandises. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est que t'as, oui, dans la circulation simple, et ça n'est que la circulation simple, parce qu'après on va avoir des formes plus complexes. Mais oui, dans la circulation simple, effectivement, moi aussi je vois le terrain idéal pour la fétichisation, si tu veux. Parce que oui, t'as cet intermédiaire qui comme Marx le disait plus tôt, hein, permet d'étendre les frontières de l'échange, qu'il soit spatial ou temporel, et qui du coup peut encore accentuer, confirmer l'isolement des producteurs. Voilà. Bien. Et après, je peux te demander de repasser sur la dernière partie. Tout à fait. C'est celle un peu plus compliquée en termes de lecture. À partir de quel moment ? Alors moi, sur le bouquin, je suis à la circulation ne s'éteint pas non plus, comme l'échange immédiat dans le changement de place ou de main des produits. Alors ça commence certainement un peu avant ça. Voilà, c'est juste un peu avant cette slide. Tac. La circulation ne s'éteint pas non plus comme l'échange immédiat dans le changement de place ou de main des produits. L'argent ne disparaît point, bien qu'il s'élimine à la fin de chaque série de métamorphoses d'une marchandise. Il se précipite toujours sur le point de la circulation qui a été évacué par la marchandise. Dans la métamorphose complète de la toile par exemple, toile argent bible, c'est la toile qui sort la première de la circulation. Je continue ? Oui, continue. L'argent la remplace, la Bible sort après elle, l'argent la remplace encore, et ainsi de suite. Or, quand la marchandise d'un échangiste remplace celle d'un autre, l'argent reste toujours au doigt d'un troisième. La circulation sue l'argent par tous les ports. Ensuite, rien de plus niais que le dogme d'après lequel la circulation implique nécessairement l'équilibre des achats et des ventes, vu que toute vente est achat et réciproquement. Si cela veut dire que le nombre de ventes réellement effectuées est égal au même nombre d'achats, ce n'est qu'une plate tautologie. Mais ce qu'on prétend prouver, c'est que le vendeur amène au marché son propre acheteur. Vente et achat sont un acte identique comme rapport réciproque de deux personnes polariquement opposées, du possesseur de la marchandise et du possesseur de l'argent. Ils forment deux actes polariquement opposés comme action de la même personne. Voilà, de la même personne, là, il m'a un peu perdu, par contre. Si tu prends un seul mec qui va faire un échange sur le marché, selon de quel côté de la marchandise ou de l'argent il se place, il sera ou vendeur ou acheteur. Ah voilà, mais il peut être à la fois l'un ou l'autre, quoi. Il n'est pas limité à un rôle, c'est ça. Dans un échange particulier, si. Dans un échange précis, il est soit vendeur, soit acheteur, mais pas les deux. Voilà. Oui, non, mais je veux dire, potentiellement, il peut être les deux. C'est ça qu'il veut dire. Oui, mais potentiellement, il peut être les deux. Voilà. Okay. Mais enfin, là, pour moi, ce que cette phrase veut dire, c'est pas qu'il peut être les deux. C'est qu'il ne peut pas être les deux dans le même acte. Enfin, c'est que dans un échange donné, il est soit vendeur, soit acheteur.
Ok. Voilà. Alright. Oui, non, c'était plutôt une question de compréhension du texte, là. Ok. Autre chose, Anne Inédite, est-ce que tu veux intervenir? Non, elle ne veut pas intervenir. Bon, pas très bien. Toi, t'as un point que tu tiens à souligner dans ce passage? Non, pour moi, on est bon. Hein. Alright. Bah, go. On poursuit. Yes. Ok. Et je te coupe, Julien, et à tout de suite. Bye bye. Alors, reprenons. Bim bam boum bam bam. Bim. Bim. Pow. Skibidi pow. Petit B. Cours de la monnaie. Et là, ça va devenir compliqué. Je vous annonce tout de suite. J'ai fait un diapo que je trouve pas mal. Mais c'est tout. Pour tout le passage sur le cours de la monnaie, je n'ai qu'un seul diapo. Et je reprendrai toute la deuxième partie de cette histoire de cours de la monnaie en synthèse, en introduction du prochain épisode. Voilà. Désolé, j'ai pas eu le temps. Fast Life, tu connais. Nous disions donc petit B, cours de la monnaie. Le mouvement MAM, ou la métamorphose complète d'une marchandise, est circulatoire en ce sens qu'une même valeur, après avoir subi des changements de forme, revient à sa forme première, celle de marchandise. Sa forme argent disparaît au contraire dès que le cours de sa circulation est achevé. Elle n'en a pas encore dépassé la première moitié, tant qu'elle est retenue sous cette forme d'équivalent par son vendeur. Dès qu'il complète la vente par l'achat, l'argent lui glisse aussi des mains. Le mouvement imprimé à l'argent par la circulation des marchandises n'est donc pas circulatoire. Elle l'éloigne de la main de son possesseur sans jamais l'y ramener. Il est vrai que si le tisserand, après avoir vendu 20 mètres de toile et puis acheté la Bible, vend de nouveau de la toile, l'argent lui reviendra. Mais il ne proviendra point de la circulation des 20 premiers mètres de toile. Son retour exige le renouvellement ou la répétition du même mouvement circulatoire pour une marchandise nouvelle, et se termine par le même résultat qu'auparavant. Le mouvement que la circulation des marchandises imprime à l'argent l'éloigne donc constamment de son point de départ, pour le faire passer sans relâche d'une main à l'autre. C'est ce que l'on a nommé le cours de la monnaie. Currency. Le cours de la monnaie, c'est la répétition constante et monotone du même mouvement. La marchandise est toujours du côté du vendeur, l'argent toujours du côté de l'acheteur, comme moyen d'achat. À ce titre, sa fonction est de réaliser le prix des marchandises. En réalisant leur prix, il les fait passer du vendeur à l'acheteur, tandis qu'il passe lui-même de ce dernier au premier, pour recommencer la même marche avec une autre marchandise. À première vue, ce mouvement unilatéral de la monnaie ne paraît pas provenir du mouvement bilatéral de la marchandise. La circulation même engendre l'apparence contraire. Il est vrai que dans la première métamorphose, le mouvement de la monnaie est aussi apparent que celui de la monnaie avec laquelle elle change de place. Le mouvement de la marchandise, est aussi apparent que celui de la monnaie avec laquelle elle change de place. Désolé. Mais sa deuxième métamorphose se fait sans qu'elle y apparaisse. Quand elle commence ce mouvement complémentaire de sa circulation, elle a déjà dépouillé son corps naturel et revêtu sa larve d'or. La continuité du mouvement échoit ainsi à la monnaie seule. C'est la monnaie qui paraît faire circuler des marchandises immobiles par elles-mêmes et les transférer de la main où elles sont des non-valeurs d'usage à la main où elles sont des valeurs d'usage dans une direction toujours opposée à la sienne propre. Elle éloigne constamment les marchandises de la sphère de la circulation en se mettant constamment à leur place et en abandonnant la sienne. Quoique le mouvement de la monnaie ne soit que l'expression de la circulation des marchandises, c'est au contraire la circulation des marchandises qui semble ne résulter que du mouvement de la monnaie. D'un autre côté, la monnaie ne fonctionne comme moyen de circulation que parce qu'elle est la forme-valeur des marchandises réalisées. Son mouvement n'est donc en fait que leur propre mouvement de forme,
lequel par conséquent doit se refléter et devenir palpable dans le cours de la monnaie. C'est aussi ce qui arrive. La toile, par exemple, change d'abord sa forme marchandise en sa forme monnaie. Le dernier terme de sa première métamorphose, MA, la forme monnaie, est le premier terme de sa dernière métamorphose, sa reconversion en marchandise usuelle, en Bible, AM. Mais chacun de ces changements de forme s'accomplit par un échange entre marchandises et monnaie, ou par leur déplacement réciproque. Les mêmes pièces d'or changent, dans le premier acte, de place avec la toile, et dans le deuxième, avec la Bible. Elles sont déplacées 2 fois. La première métamorphose de la toile les fait entrer dans la poche du tisserand, et la deuxième métamorphose les en fait sortir. Les 2 changements de forme inverses, que la même marchandise subit, se reflètent donc dans le double changement de place, en direction opposée, des mêmes pièces de monnaie. Si la marchandise ne passe que par une métamorphose partielle, par un seul mouvement qui est vente, considéré d'un pôle, et achat, considéré de l'autre, les mêmes pièces de monnaie ne changent aussi de place qu'une seule fois. Leur second changement de place exprime toujours la seconde métamorphose d'une marchandise, le retour qu'elle fait de sa forme monnaie à une forme usuelle. Dans la répétition fréquente du déplacement des mêmes pièces de monnaie ne se reflète plus seulement la série de métamorphoses d'une seule marchandise, mais encore l'engrenage de pareilles métamorphoses les unes dans les autres. Chaque marchandise, à son premier changement de forme, à son premier pas dans la circulation, en disparaît pour y être sans cesse remplacé par d'autres. L'argent, au contraire, en tant que moyen d'échange, habite toujours la sphère de la circulation et s'y promène sans cesse. Il s'agit maintenant de savoir quelle est la quantité de monnaie que cette sphère peut absorber. Petite pause. Vous allez voir, la question de la quantité de monnaie que la sphère de la circulation peut absorber, c'est vraiment le gros morceau. Et j'espère que votre lecture de votre côté a été attentive pour qu'on puisse en discuter et bien déblayer le terrain. Mais déjà là, sur ce qu'on vient de lire, il y a pas mal de choses à dire. Mais je me bornerai à ce que j'estime être l'essentiel. Marx nous dit qu'il y a la circulation engendre une apparence qui est contraire à sa réalité. La circulation nous fait croire que c'est l'argent, dont Marx nous dit que le mouvement n'est pas vraiment circulatoire, puisqu'il peut être interrompu. Enfin, je veux dire, il nous donne la forme MAM, pas l'inverse. Il nous donne pas la forme AMA. Ce serait bizarre. Donc ce mouvement de l'argent n'est pas circulatoire, mais pourtant l'argent reste toujours dans la sphère de la circulation, tandis que les marchandises en sortent en permanence pour être consommées, utilisées comme valeur d'usage. Et donc ce que je vous ai représenté là par 2 cercles, avec des flèches, imaginez que ces cercles tournent en sens inverse, comme une espèce de mécanisme d'horlogerie. La question va être, lequel de ces 2 engrenages entraîne l'autre ? Dans l'illusion, c'est l'engrenage bleu, celui de l'argent, qui fait tourner l'engrenage rouge. Dans la réalité, l'impulsion, elle vient du pôle qu'on avait précédemment identifié comme pôle relatif, puisqu'il faut bien, pour qu'il y ait circulation à la base, il faut bien qu'il y ait acte de production, il faut bien qu'il y ait un producteur échangiste qui se présente sur le marché avec quelque chose à vendre et un besoin à satisfaire par une autre marchandise. Donc, tous nos 4 petits Steve qui entourent ce mécanisme, imaginez qu'ils poussent pour faire tourner cette roue. Il pousse d'abord sur le cercle rouge, et c'est le cercle rouge qui entraîne le cercle bleu, voilà, et pas l'inverse. Et ça c'est important parce que ça nous montre que c'est pas, par exemple, c'est pas en mettant plus d'argent sur le marché que les marchandises vont mieux circuler, voilà. Ce qui peut avoir une incidence sur l'économie actuelle. Mais c'est pas mon domaine d'expertise, donc je développerai pas. Mais il me semble qu'il y a un lien, quand même. Nous reprenons. 3, 4, flotte. C'est parti. Dans un pays,
Il se fait chaque jour simultanément et à côté les unes des autres des ventes plus ou moins nombreuses ou des métamorphoses partielles de diverses marchandises. La valeur de ces marchandises est exprimée par leur prix, c'est-à-dire en somme d'or imaginée. La quantité de monnaie qu'exige la circulation de toutes les marchandises présentes au marché est donc déterminée par la somme totale de leur prix. La monnaie ne fait que représenter réellement cette somme d'or déjà exprimée idéalement dans la somme des prix des marchandises. L'égalité de ces deux sommes se comprend donc d'elle-même. Nous savons cependant que si les valeurs des marchandises restent constantes, leur prix varie avec la valeur de l'or, de la matière monnaie, montant proportionnellement à sa baisse et descendant proportionnellement à sa hausse. De telles variations dans la somme des prix à réaliser entraînent nécessairement des changements proportionnels dans la quantité de la monnaie courante. Ces changements proviennent en dernier lieu de la monnaie elle-même, mais bien entendu non pas en tant qu'elle fonctionne comme instrument de circulation, mais en tant qu'elle fonctionne comme mesure de la valeur. Dans de pareils cas, il y a d'abord des changements dans la valeur de la monnaie. Puis, le prix des marchandises varie en raison inverse de la valeur de la monnaie. Et enfin, la masse de la monnaie courante varie en raison directe du prix des marchandises. On a vu que la circulation a une porte par laquelle l'or, ou toute autre matière monnaie, entre comme marchandise. Avant de fonctionner comme mesure des valeurs, sa propre valeur est donc déterminée. Vient-elle maintenant à changer, soit à baisser, on s'en apercevra d'abord à la source de la production du métal précieux, là où il se troque contre d'autres marchandises. Leurs prix monteront, tandis que beaucoup d'autres marchandises continueront à être estimées dans la valeur passée et devenues illusoires du métal-monnaie. Cet état des choses peut durer plus ou moins longtemps selon le degré de développement du marché universel. Peu à peu, cependant, une marchandise doit influer sur l'autre par son rapport de valeur avec elle. Les prix or ou argent des marchandises se mettent graduellement en équilibre avec leurs valeurs comparatives, jusqu'à ce que les valeurs de toutes les marchandises soient enfin estimées d'après la valeur nouvelle du métal-monnaie. Tout ce mouvement est accompagné d'une augmentation continue du métal précieux qui vient remplacer les marchandises troquées contre lui. À mesure donc que le tarif corrigé des prix des marchandises se généralise, et qu'il y a par conséquent hausse générale des prix, le surcroît de métal qu'exige leur réalisation se trouve aussi déjà disponible sur le marché. Une observation imparfaite des faits qui suivirent la découverte des nouvelles mines d'or et d'argent conduisit au XVIIe et notamment au XVIIIe siècle à cette conclusion erronée que les prix des marchandises s'étaient élevés parce qu'une plus grande quantité d'or et d'argent fonctionnait comme instrument de circulation. Dans les considérations qui suivent, la valeur de l'or est supposée donnée, comme elle l'est en effet au moment de la fixation des prix. Cela une fois admis, la masse de l'or circulant sera donc déterminée par le prix total des marchandises à réaliser. Si le prix de chaque espèce de marchandise est donné, la somme totale des prix dépendra évidemment de la masse des marchandises en circulation. On peut comprendre sans se creuser la tête que si un quart de froment coûte 2 livres sterling, 100 quarts coûteront 200 livres sterling, et ainsi de suite, et qu'avec la masse du froment doit croître la quantité d'or qui, dans la vente, change de place avec lui. La masse des marchandises étant donnée, les fluctuations de leur prix peuvent réagir sur la masse de la monnaie circulante. Elle va monter ou baisser selon que la somme totale des prix à réaliser augmente ou diminue. Il n'est pas nécessaire pour cela que les prix de toutes les marchandises montent ou baissent simultanément. La hausse ou la baisse d'un certain nombre d'articles principaux suffit pour influer sur la somme totale des prix à réaliser. Que le changement de prix des marchandises reflète des changements de valeur réels ou proviennent de simples oscillations du marché, l'effet produit sur la quantité de la monnaie circulante reste le même. Soit un certain nombre de ventes sans lien réciproque, simultanées et par cela même s'effectuant les unes à côté des autres, ou de métamorphoses partielles, par exemple d'un quart de froment, 20 mètres de toile, une bible, 4 fûts d'eau de vie. Si chaque article coûte 2 livres sterling, la somme de leur prix est 8 livres sterling, et pour les réaliser, il faut jeter 8 livres sterling dans la circulation. Ces mêmes marchandises forment-elles au contraire la série de métamorphoses connues, un quart de froment 2 livres sterling, 20 mètres de toile 2 livres sterling, une bible 2 livres sterling, 4 fûts d'eau de vie 2 livres sterling. Alors, les mêmes 2 livres sterling font circuler dans l'ordre indiqué ces marchandises diverses, en réalisant successivement leur prix, et s'arrêtent enfin dans la main du distillateur. Elles accomplissent ainsi,
4 tours. Le déplacement 4 fois répété des 2 livres sterling résulte des métamorphoses complètes, entrelacées les unes dans les autres, du froment, de la toile et de la Bible, qui finissent par la première métamorphose de l'eau-de-vie. Les mouvements opposés et complémentaires les uns des autres dont se forme une telle série ont lieu successivement et non simultanément. Il leur faut plus ou moins de temps pour s'accomplir. La vitesse du cours de la monnaie se mesure donc par le nombre de tours des mêmes pièces de monnaie dans un temps donné. Supposons que la circulation des 4 marchandises dure 1 jour. La somme des prix à réaliser est de 8 livres sterling. Le nombre de tours de chaque pièce pendant le jour, 4. La masse de la monnaie circulante, 2 livres sterling. Et nous aurons donc somme des prix des marchandises divisé par le nombre des tours des pièces de la même dénomination dans un temps donné, égale masse de la monnaie fonctionnant comme instrument de circulation. Cette loi est générale. La circulation des marchandises dans un pays, pour un temps donné, renferme bien des ventes isolées ou des achats, c'est-à-dire des métamorphoses partielles et simultanées où la monnaie ne change qu'une fois de place ou ne fait qu'un seul tour. D'un autre côté, il y a des séries de métamorphoses plus ou moins ramifiées, s'accomplissant côte à côte ou s'entrelaçant les unes dans les autres, où les mêmes pièces de monnaie font des tours plus ou moins nombreux. Les pièces particulières dont se compose la somme totale de la monnaie en circulation fonctionnent donc à des degrés d'activité très divers. Mais le total des pièces de chaque dénomination réalise, pendant une période donnée, une certaine somme de prix. Il s'établit donc une vitesse moyenne du cours de la monnaie. La masse d'argent qui, par exemple, est jetée dans la circulation à un moment donné, est naturellement déterminée par le prix total des marchandises vendues à côté les unes des autres. Mais dans le courant même de la circulation, chaque pièce de monnaie est rendue, pour ainsi dire, responsable de sa voisine. Si l'une active la rapidité de sa course, l'autre la ralentit, ou bien est rejetée complètement de la sphère de la circulation, attendu que celle-ci ne peut absorber qu'une masse d'or qui, multipliée par le nombre moyen de ses tours, est égale à la somme des prix à réaliser. Si les tours de la monnaie augmentent, sa masse diminue. Si ses tours diminuent, sa masse augmente. La vitesse moyenne de la monnaie étant donnée, la masse qui peut fonctionner comme instrument de la circulation se trouve déterminée également. Il suffira donc par exemple de jeter dans la circulation un certain nombre de billets de banque d'une livre pour en faire sortir autant de livres sterling en or, truc bien connu par toutes les banques. De même que le cours de la monnaie en général reçoit son impulsion et sa direction de la circulation des marchandises, de même la rapidité de son mouvement ne reflète que la rapidité de leur changement de forme, la rentrée continuelle des séries de métamorphoses les unes dans les autres, la disparition subite des marchandises de la circulation et leur remplacement aussi subi par des marchandises nouvelles. Dans le cours accéléré de la monnaie apparaît ainsi l'unité fluide des phases opposées et complémentaires, transformation de l'aspect usage des marchandises en leur aspect valeur et retransformation de leur aspect valeur en leur aspect usage, ou l'unité de la vente et de l'achat comme 2 actes alternativement exécutés par les mêmes échangistes. Inversement, le ralentissement du cours de la monnaie fait apparaître la séparation de ces phénomènes et leur tendance à s'isoler en opposition l'un de l'autre, l'interruption des changements de forme et conséquemment des permutations de matière. La circulation, naturellement, ne laisse pas voir d'où provient cette interruption. Elle ne montre que le phénomène. Quant au vulgaire qui, à mesure que la circulation de la monnaie se ralentit, voit l'argent se montrer et disparaître moins fréquemment sur tous les points de la périphérie de la circulation, il est porté à chercher l'explication du phénomène dans l'insuffisante quantité du métal circulant. Le quantum total de l'argent qui fonctionne comme instrument de circulation dans une période donnée est donc déterminé d'un côté par la somme des prix de toutes les marchandises circulantes, de l'autre par la vitesse relative de leur métamorphose. Mais le prix total des marchandises dépend et de la masse et des prix de chaque espèce de marchandise. Ces 3 facteurs, mouvement des prix, masse des marchandises circulantes et enfin vitesse du cours de la monnaie, peuvent changer dans des proportions diverses et dans une direction différente. La somme des prix à réaliser et par conséquent la masse des moyens de circulation qu'elle exige peuvent donc également subir des combinaisons nombreuses dont nous ne mentionnerons ici que les plus importantes dans l'histoire des prix.
Les prix restant les mêmes, la masse des moyens de circulation peut augmenter. Soit que la masse des marchandises circulantes augmente, soit que la vitesse du cours de la monnaie diminue, ou que ces deux circonstances agissent ensemble. Inversement, la masse des moyens de circulation peut diminuer si la masse des marchandises diminue ou si la monnaie accélère son cours. Les prix des marchandises subissant une hausse générale, la masse des moyens de circulation peut rester la même si la masse des marchandises circulantes diminue dans la même proportion que leur prix s'élève, ou si la vitesse du cours de la monnaie augmente aussi rapidement que la hausse des prix, tandis que la masse des marchandises en circulation reste la même. La masse des moyens de circulation peut décroître, soit que la masse des marchandises décroisse, soit que la vitesse du cours de la monnaie, du cours de l'argent croisse plus rapidement que leur prix. Les prix des marchandises subissant une baisse générale, la masse des moyens de circulation peut rester la même, si la masse des marchandises croît dans la même proportion que leur prix baisse, ou si la vitesse du cours de l'argent diminue dans la même proportion que les prix. Elle peut augmenter si la masse des marchandises croît plus vite, ou si la rapidité de la circulation diminue plus promptement que les prix ne baissent. Les variations des différents facteurs peuvent se compenser réciproquement, de telle sorte que malgré leurs oscillations perpétuelles, la somme totale des prix à réaliser reste constante, et par conséquent aussi la masse de la monnaie courante. En effet, si on considère des périodes d'une certaine durée, on trouve les déviations du niveau moyen bien moindres qu'on s'y attendrait à première vue, à part toutefois de fortes perturbations périodiques qui proviennent presque toujours de crises industrielles et commerciales, et exceptionnellement d'une variation dans la valeur même des métaux précieux. Cette loi, que la quantité des moyens de circulation est déterminée par la somme des prix des marchandises circulantes et par la vitesse moyenne du cours de la monnaie, revient à ceci. Étant donné et la somme de valeur des marchandises et la vitesse moyenne de leur métamorphose, la quantité du métal précieux en circulation dépend de sa propre valeur. L'illusion d'après laquelle les prix des marchandises sont au contraire déterminés par la masse des moyens de circulation, et cette masse par l'abondance des métaux précieux dans un pays, repose originellement sur l'hypothèse absurde que les marchandises et l'argent entrent dans la circulation, les unes sans prix, l'autre sans valeur, et qu'une partie aliquote du tas des marchandises s'y échange ensuite contre la même partie aliquote de la montagne de métal. Et j'ai mal à la tête. Petite pause de 3 minutes et des bananes, et on se retrouve sur Discord. A tout de suite. Et nous sommes de retour. Julien, est-ce que tu es sur le salon vocal? Est-ce que tu m'entends? Il est là, incroyable. Attends, je mets le casque. Diagonale. Voilà. Anne, tu veux pas nous rejoindre? Elle a perdu son micro. Ah. Elle est là. Non. Si tu es là, Le gros fuck. on t'a vu. Bon, c'est Tipar. Est-ce que, de toute façon, je pense qu'au prochain épisode, on fera un long retour avec moult schémas sur ce que nous venons de lire. Oui, tout à fait. Mais déjà, peut-être qu'on peut un peu débroussailler le terrain si vous avez des questions. Ouais, moi j'en ai une. Est-ce que, on peut expliquer l'inflation sur cette section? Non. Est-ce qu'il parle de l'inflation Non. sans en parler en fait? Non. Non. On pourrait croire, mais non. Bah développe. Bah, je veux bien développer, mais en fait, moi de ce que j'ai compris, pour expliquer l'inflation, faut déjà sortir de la circulation simple, en fait. Pour l'instant, on ne connaît que les rôles de vendeur et d'acheteur. Et il me semble que l'inflation, pour être expliquée, suppose l'apparition du créancier et du débiteur.
que nous n'avons pas encore là. Pour l'instant, nous avons vu que l'argent est un moyen de mesure des valeurs. C'est un instrument de circulation. Mais la question de la dette, dont je crois qu'elle joue un rôle dans l'inflation, mais je suis pas sûr. Donc ça, on verra dans les épisodes suivants. Mais pour moi, il faut qu'il y ait dette quelque part pour qu'il y ait inflation. Mais peut-être que je raconte une énorme bêtise. En tout cas, je me garde la question sous le coude. Au prochain épisode, j'essaierai de voir si dans le chapitre suivant, on peut dire que l'inflation ne s'explique pas du tout à partir de la circulation simple. Et j'essaierai de clarifier ça. Ok. Non, ça m'a fait penser parce que, à ton avis, pourquoi il fait l'exemple de la crise, des découvertes des mines d'or et d'argent au XVIIe et XVIIIe siècle. Enfin, c'est juste purement pour dire que quand il dit c'est erroné, non, qu'on découvre qu'il y a plus de métal, quoi, tout simplement, et que la circulation ralentit en fait, juste parce que, puisqu'on a plus d'argent, il perd de la valeur. En fait, là, ce qu'il nous dit, c'est que la vitesse de la circulation, elle est réduite juste parce que non, en fait, attends, je suis en train de me paumer là. Alors, attends. Parce que je remets le passage à l'écran là. Ouais. Est-ce que tu vois quel passage exact tu veux qu'on ait sous les yeux? Attends, cherche 17e, 18e. Là. À mesure donc que le tarif corrigé des prix des marchandises se généralise et qu'il y a par conséquent hausse générale des prix. Oui, en fait, non, mais en fait, si, l'inflation s'explique. Bah ouais. Oui, bah oui. Le surcroît de métal qui exige leur réalisation, ouais. Se trouve aussi déjà disponible sur le marché. Une observation imparfaite des faits qui suivirent la découverte des nouvelles mines d'or et d'argent conduisit au XVIIe et notamment au XVIIIe siècle à cette conclusion erronée que les prix des marchandises s'étaient élevés parce qu'une plus grande quantité d'or et d'argent fonctionnait comme instrument de circulation. Ouais. Ce qu'on définirait une inflation, en fait. C'est-à-dire, lui, s'il dit c'est erroné de penser ça. Alors, ce qu'il dit un peu avant, il me semble. Tac. Parce que il nous dit effectivement que les prix des marchandises peuvent augmenter quand la masse d'or dans la circulation augmente. Jusque là, ça me va. Donc oui, là mais je suis pas sûr qu'on parle à ce moment-là de l'inflation au sens capitaliste du terme. À mon avis, ce sera plus clair dans le chapitre suivant. Ok. Et donc pourquoi il dit c'est erroné? Enfin, c'était une évaluation erronée des conditions économiques. Une observation imparfaite des faits qui suivent à cette conclusion erronée que les prix des marchandises s'étaient élevés parce qu'une plus grande quantité d'or et d'argent fonctionnait comme instrument de circulation. Parce qu'il part d'une hausse des prix. Il ne part pas de l'entrée d'une plus grande masse de moyens de circulation dans la sphère de la circulation, il part de la hausse des prix. Et cette hausse des prix, pim pam poum, cette hausse des prix, où est-ce qu'il l'explique? J'essaie de retrouver le passage. Alors, oui. Attends. D'accord. Il parle d'un changement de valeur de la monnaie. Donc, effectivement, d'une plus grande facilité à se procurer la matière de la monnaie. C'est vrai que c'est un peu pas clair. Hein.
pour moi, de ce que je comprends, le premier moment logique, en fait, là, c'est la hausse des prix. Et la hausse des prix, elle va être déterminée par une variation de la valeur relative des marchandises. Donc, valeur relative, moi, je vais mettre l'hypothèse que ça peut être les marchandises qui veulent circuler elles-mêmes, dont la valeur augmente. Je sais pas, par exemple, mauvaise récolte, les prix du grain augmentent. Donc, il y a besoin d'une plus grande masse de monnaie pour faire circuler la même quantité de marchandises. Voilà. Mais le problème, c'est que comme je n'ai pas suffisamment préparé ce passage, je ne peux pas apporter d'explication certaine. C'est fort regrettable, j'en suis désolé. Non, t'inquiète. Ouais, je pense que ce chapitre, il faudrait y refaire un petit tour, parce que moi aussi j'ai un peu des doutes, par exemple, sur comment en fait le nombre de tours en fait que font de métamorphose de la marchandise en fait influence la masse de la monnaie. La somme des prix réalisés divisé par le nombre des tours de chaque pièce donne en fait la masse de la monnaie fonctionnant comme instrument de circulation. C'est juste vraiment instrumental pour voir combien il y a de monnaie infusée dans le système, quoi. Mais ça nous explique pas en fait les changements de valeur, enfin l'augmentation et la baisse des prix, c'est deux trucs séparés. Sans doute. Sans doute. Je ne peux pas te répondre avec certitude à ce stade. Tout ce que je veux dire, c'est que là, sur le schéma à deux cercles, pour moi, on peut imaginer que, tu aies plus de marchandises sur le cercle rouge, et que donc il y ait besoin de plus d'or sur le cercle bleu. Voilà. Plus de marchandises. C'est même pas vrai. C'est des prix plus importants. Voilà. Parce que là j'ai représenté ça sous la forme de les petites icônes des marchandises elles-mêmes, mais en vérité c'est la somme des prix qui va impulser le mouvement, enfin qui va déterminer le rapport quantitatif par lequel il se règle. Maintenant pour ce qui est du détail, clairement il va falloir revenir dessus avec des schémas plus détaillés. Avec plus de Steves. Ouais, clairement, et pas assez de Steves. C'est dommage que Marx n'ait pas vécu à l'âge de Minecraft. On aurait tous pigé le capital plus rapidement, je pense. Il aurait sans doute fait ce stream lui-même, et j'aurais pas eu à galérer comme ça sur ce texte des enfers. mais on t'aime, Carla, il n'y a pas de problème. Merci pour ton boulot, mais... On n'est pas dans le jugement ici. C'est ça. On est inclusif, voilà. Je dirais même. Bon, ok, j'ai l'impression qu'on est un peu condamné à rester... Pour toi, c'est quoi le passage le plus saillant là de cette lecture ? C'est une bonne question. Pour moi, ça va être tac. Je pense que ça va être celui-là. Hein. Enfin, en tant que c'est le tout début et que c'est indispensable pour comprendre ce qui suit. La quantité de monnaie qu'exige la circulation de toutes les marchandises présentes au marché est donc déterminée par la somme totale de leur prix. Ça, à mon avis, une fois qu'on l'aura bien compris, bien expliqué avec moult Steve, le reste viendra plutôt facilement. Good. Voilà. Anne, des commentaires ? Non. Ok. Donc... Non, en vrai, je rigole, mais je vous écoute. Hein. Ok. Elle nous a parlé de ses avocats. Ouais, c'était... Oui, j'ai très envie d'avocat. C'est beau ça. D'accord. Ça. Bon, mange des avocats. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mange tes avocats. Non, mais je pense qu'on a un bon début pour comprendre qu'est-ce que c'est l'inflation. C'est juste on n'y est pas encore, comme tu as dit, avec tous les personnages qui peuvent influencer le cours de l'argent. Ouais. Mais ça m'a permis en tout cas de voir en fait d'où
on peut décider combien d'argent injecter au départ dans un marché pour pouvoir faire fonctionner l'économie. Ouais. Sachant qu'après, Après. on va voir. Enfin, on va voir des complexifications très importantes de ce mouvement de l'argent. On va voir sa thésaurisation, donc son accumulation comme trésor, hein, au moment où il cesse d'être un instrument de circulation. On va voir la question de la dette. Ça va... La question de la dette, je ne sais pas s'il est dans ce chapitre. Non, c'est pas dans ce chapitre-là. Non. Ouais. Mais ça va beaucoup nous éclairer sur les crises, en fait. Il faudra attendre la suite. Bah, comme toujours, ouais, le capital, Julien, ça n'est que ça. Il est trop hâte de découvrir la fin, alors que l'important, c'est le voyage. Et que moi, je suis par nature assez impatient. Mais moi aussi. Il veut déjà la réponse, Julien. Là, en ce sens-là, tu t'es bien adapté à l'état d'esprit français, Julien. Félicitations. Ouais, j'avoue. Je suis un de ces chiants dans le métro qui grogne. Mais que sur les Américains, par contre. Ah non, mais ça, on est tous d'accord, par contre. Pardon les messieurs de l'FBI, c'est pas moi qui parle. Bon, les amis, est-ce que vous avez d'autres commentaires, d'autres remarques, d'autres questions? Non, pas pour l'instant. Moi, je pense que je vais réviser ce chapitre plus à fond pour la suite. Ouais. Ok, on va réviser ça et bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous faire un gros bisou. Je vous rappelle que nous avons notre premier épisode hors série exceptionnel, fabuleux, ce mercredi 20h30, où nous étudierons la théorie générale du droit et le marxisme, enfin un chapitre du bouquin éponyme de Yevgeny Pachoukanis, et ça va être vachement chouette, ça va apporter un petit complément plutôt sympa à ce qu'on a vu jusque-là dans le Capital. Ça va nous montrer à quel point la méthode de pensée marxiste et les concepts fondamentaux du Capital sont pertinents dans d'autres disciplines, et ça fait plaisir. Avec la grande participation de Lemort. Oui, nous avons très hâte qu'il nous rejoigne. Ouais, il sera là. El Muerto. El Mauresco plutôt, je pense. Bref, trêve. Moi, je préfère El Muerto. Ouais, c'est plus rigolo. Bah, trêve de plaisanterie, les amis, merci beaucoup pour votre participation. Et bah ouais, une très bonne soirée à vous, des gros bisous. Bye. Bonne nuit. Allez, ciao.